Donc moi, je vais vous parler de mes fétiches, ce qui sont les virus géants. Mais avant de commencer à vous parler d'eux un peu plus en détail, je voudrais vous faire un petit historique qui va pouvoir vous permettre de mettre en perspective ce qu'on savait sur les virus, le choc de la découverte et où on en est au jour d'aujourd'hui. Donc je commence par de l'histoire et l'histoire de la virologie. Alors, en fait, l'aventure a commencé il y a très longtemps, dans les années 1700, avec un tapissier qui était Anthony van Leeuwenhoek. Et ce monsieur, en fait, était quelqu'un qui était très rigoureux et très pointilleux. Et il a mis en place un outil, il a développé un outil qui est un microscope, le premier microscope, qui est représenté sur cette diapositive ici, qui est un tout petit objet, comme vous pouvez le voir sur cette photo, qu'on porte à l'œil. Et vous avez une lentille et un porte-objet sur lequel vous pouvez placer ce que vous voulez observer. Donc au départ, il avait développé cet outil pour contrôler la qualité de ses tapis. Mais très rapidement, il s'est mis à regarder tout ce qui pouvait lui passer par la main. Et c'est ainsi alors ce qui était très intéressant avec ce monsieur, c'est également le fait que non seulement il observait, mais il référençait. Il faisait des dessins. Par exemple, ici, vous avez un spermatozoïde qu'il a analysé, observé et détaillé et pour lequel il a fait ce dessin. Et ces collections existent encore au jour d'aujourd'hui et étaient vraiment les fondements, ça allait devenir les fondements de la microbiologie parce que ce monsieur avait déjà décrit les 3 types de bactéries qu'on connaît à l'heure actuelle, qui sont les bactéries sphériques, les coques, les bactéries longues et les bactéries spirales, les spirales. Et c'est lui également qui a le premier référencé les globules rouges et des vers. Il a fait énormément de dessins. Et cette pénétration de son environnement à l'échelle microscopique l'a amené à vraiment militer contre la théorie de la génération spontanée. Alors la génération spontanée, c'est ce qui est représenté ici en bas à gauche. Vous voyez une jarre avec du blé, vous voyez des souris en sortir, ben vous faites directement, vous allez assumer qu'à partir du blé, on peut faire des souris. C'était ça la génération spontanée. Donc c'était ce monsieur qui a marqué son temps et il a été suivi ensuite par 2 autres personnes, dont Pasteur, qui le premier a proposé la théorie des germes. La théorie des germes, c'est en fait, on considère que si on arrive à isoler à partir d'un individu malade l'agent qui est responsable de cette maladie et qu'ensuite on est capable de propager la maladie sur un individu sain, dans ces cas-là, on aura démontré la causalité entre le pathogène et la maladie. Donc c'est quelque chose de très simple en termes de théorie, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en place et à valider. Donc, il a bénéficié d'un certain nombre d'aides, notamment avec Koch en Allemagne, qui a mis en place ce qu'on appelle les boîtes de Petri, qui sont des boîtes qui permettent de cultiver des bactéries en milieu riche et donc les séparer individuellement et donc pouvoir être capable de dire « Ok, la maladie, c'est cette bactérie-là qui en est responsable et pas cette autre ». Et il y a également eu un autre point très intéressant qui a été développé par Chamberlain, c'est ce que vous voyez ici, c'est un filtre de porcelaine. Parce que la porcelaine, naturellement, présente des pores qui sont de l'ordre d'1 demi-micromètre. Et donc, c'est aussi une méthode qui permet, à partir d'un extrait d'un individu malade, on va pouvoir passer cet extrait au travers du filtre de Chamberlain. Et tout ce qui est plus gros que les pores va rester en surface, tout ce qui est plus petit va passer au travers. Et assumant que ce qui reste piégé par les pores puisse être des bactéries, justement, on peut récupérer ça, les étaler sur boîte de Petri et ensuite valider quelles sont les bactéries qui éventuellement sont responsables de la maladie initiale. J'espère que je suis claire dans ce que je vous présente. Mais globalement, ça a eu un impact majeur parce que c'est devenu les fondements de la biologie, ça a été la règle d'or de la microbiologie, c'est d'utiliser ces techniques de filtration pour arriver à enrichir la catégorie qu'on cherchait à caractériser.
Alors ça aussi, ça a eu un impact important en santé humaine, puisqu'en plaçant ce genre de filtre sur les robinets de la ville de Paris, on a pu éradiquer la fièvre typhoïde. Donc cette référence en microbiologie était vraiment les fondements de ce que je vais vous présenter ensuite. Mais un point que je tiens à souligner, c'est comme toujours en science, il suffit qu'une théorie soit acceptée pour que survienne le premier contre-exemple. Et donc c'est ce que je vous présente maintenant avec Dimitri Ivanovski, qui avait été, on lui avait demandé de venir pour travailler sur une maladie qui affectait les champs de tabac. À cette époque, le tabac, vous savez quelle importance il pouvait avoir. Et donc, cette maladie créait des feuilles qui étaient cassantes avec un aspect hideux. Et donc, ça rendait ce tabac non commerciable. Donc, il a été recruté pour caractériser, éventuellement identifier le pathogène qui était responsable de cette maladie. Et il a fait comme tout le monde, à ce moment-là, en récupérant des feuilles malades, il les a broyées, il les a passées au travers d'un filtre de porcelaine. Et la surprise, c'est ce qui passait au travers du filtre qui était capable de propager la maladie et non pas ce qui était retenu par le filtre. Donc c'était le premier exemple d'un pathogène qui n'était pas retenu par le filtre de Chamberlain. Et ça a initié une série d'interprétations douteuses par ceux qui sont trouvés confrontés à cette catégorie qui était hors du commun. Le premier, c'était Martin Beijering, qui, lui, ce qu'il a fait, il a décidé d'appeler ce pathogène Contagium vivum fluidum. Même sans parler latin, on se rend compte qu'on parle d'un liquide contagieux et qui est non particulaire, donc un liquide. Donc ça a été un premier biais. Le second a été apporté par Wayne Stanley, qui en fait a réussi à cristalliser pour accéder à la composition et à la structure de ce pathogène. Et en fait, ce pathogène, il a révélé que ce pathogène a une nature biochimique, il est fait de protéines. Et il est fait de protéines, et il y a plus tard, il a été montré qu'en plus de cette coque de protéines que vous voyez ici, au centre, il y a l'information génétique qui est protégée par cette coque protéine. Et enfin, alors ce que je veux dire aussi, le biais, vous allez pouvoir le voir ici aussi, c'est qu'en fait, Wayne Stanley, pour ses travaux sur ce virus de la mosaïque du tabac, puisque c'était le premier virus et que c'est le virus de la mosaïque du tabac, a obtenu le prix Nobel de chimie. Pas de médecine, de chimie. Et enfin, en microscopie électronique, voici à quoi ressemble une particule du virus de la mosaïque du tabac. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on dirait beaucoup plus un bâton de craie, ou en tous les cas un minéral, plutôt qu'un objet vivant. Donc tout ça a biaisé notre conception de ce qu'étaient les virus de manière profonde, et il a fallu du temps pour qu'éventuellement les choses soient remises en question. Donc je vous ai préparé cette diapo parce que je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier avec les dogmes de la biologie, et notamment sur le fait que vous avez une molécule ADN qui contient toute l'information nécessaire à créer un organisme vivant. Mais pour ce faire, cette grosse molécule d'ADN ne peut pas directement être utilisée. Donc on utilise un messager. C'est en fait, on a une machinerie qui va être capable de lire le gène et d'en faire un ARN cette fois. Au lieu d'un ADN, on passe à un ARN. Et c'est cet ARN qui est court, qui va pouvoir aller apporter l'information à une machinerie qui va permettre de faire les protéines. Et les protéines, en fait, on lit ce qui a marqué sur l'ADN et on enfile des perles. Une perle, toutes les 3 bases. Et c'est ainsi que les protéines donc, sont faites. Et juste pour vous préciser, les protéines, c'est central à toutes les fonctions du vivant. Et ces protéines, par exemple, pour vous en donner un exemple concret, vous avez l'hémoglobine. Vous savez tous que l'hémoglobine, c'est une protéine du sang, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, l'utilité de cette protéine, c'est qu'elle a une affinité énorme pour le fer. Et en coordonnant du fer, et le fer lui-même a une affinité énorme pour l'oxygène. Donc, en utilisant une protéine qui sert juste de véhicule au fer, on va piéger l'oxygène et ainsi pouvoir l'amener aux organes. Donc ça, c'est un des dogmes de la biologie que je suis amenée à vous présenter parce que je vais en reparler dans le contexte des virus. Le second point, c'est vous savez tous que dans le développement d'un organisme quelconque, on passe d'une cellule à 2 cellules,
par division binaire. Et puis cette cellule va elle aussi pouvoir se diviser en 2 cellules. Eh bien, pourquoi je vous parle de cette division binaire? Eh bien, je vais vous présenter maintenant les travaux, et le premier qui a osé essayer de donner une définition à ce qu'étaient les virus, qui était André Wolf, qui était également un pasteurien. Alors, comme vous le voyez dans les définitions que je vous présente ici, les virus ne sont pas retenus par les filtres. Ils ne sont pas cultivables, il n'y a pas de production d'énergie. Et pourquoi j'ai fait cette introduction? C'est qu'en fait, ils ne sont pas capables de passer du messager à la protéine. Ils ont besoin d'une cellule pour le faire. Ce sont donc des parasites intracellulaires obligatoires. Ils ne savent pas lire les messagers pour en faire des protéines. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour le faire. Et également, les virus ne sont pas capables de division binaire. Une particule virale ne donne pas 2 particules virales. Je vous le montrerai tout à l'heure comment la réplication des virus se produit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, qu'est-ce que je vous ai dit sur ce qu'étaient les virus? Je vous ai juste présenté ce qu'ils n'étaient pas capables de faire. Et c'est ce qu'avait fait Wolf. Et il a conclu ses travaux en disant « les virus sont des virus ». Mais il y a un point qui est essentiel dans cette phrase, c'est qu'en fait, ça les exclut du monde cellulaire. Les virus sont en dehors du monde cellulaire. Et donc, à partir de là, si ce ne sont pas des cellules, sont-ils vivants? C'est un débat qu'on pourra avoir. Alors maintenant, je vous parle enfin de la découverte de Mimivirus. Alors Mimivirus, ça a été une énorme surprise parce qu'en fait, il avait d'abord été interprété comme étant une bactérie parce qu'il était visible au microscope optique. Et c'est ce qui est représenté ici. Vous avez un tapis de particules de Mimivirus qui sont visibles au microscope optique. Je vous ai dit que normalement, les virus, les premiers en tous les cas, ils avaient des tailles qui étaient bien inférieures à ça. Et c'est pour ça qu'il y a ce cartoon ici qui vous montre une particule de Mimivirus comparée à déjà un gros virus qui est le virus du sida et le rhinovirus. Et vous vous rendez compte, le volume de la particule en comparaison, c'est monstrueux. Alors je reviendrai sur quelques petits détails de ce cartoon qui sont très intéressants, notamment cette structure et le fait qu'en fait les particules semblent entourées de cheveux. On a un virus chevelu. Alors non seulement la particule est monstrueuse, mais il contient une molécule d'ADN qui est également monstrueuse, qui atteint en fait la complexité de ce qu'on a dans le monde microbien, dans les bactéries, et même certains petits eucaryotes. Donc ce que vous avez sur ce graphe, c'est en fait la représentation des tailles de virus qui étaient connues à l'époque, et ça culminait aux alentours de 300 000 bases avec chlorella-virus, qui était déjà considéré comme étant un très grand virus. Mais vous voyez, à l'échelle, exactement à l'échelle, la particule de Mimivirus et une particule de chlorelle, et vous vous rendez compte de la différence en termes de morphologie de particules. Et en termes de génome, eh bien, dans le cas de Mimivirus, on va à 1,2 million de paires de bases. Ce qui veut dire que ce génome contient 1 millier de gènes. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce millier de gènes, en fait, il y en a 70% qui ne ressemblent à rien de connu, ni dans le monde cellulaire, ni dans le monde viral. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est pour vous familiariser, mais je pense que maintenant, beaucoup sont familiers avec les structures des particules virales. Mais en l'occurrence, ici, ce que vous avez, c'est un icosaèdre, parce que Mimivirus, sa particule est icosaédrique. Un icosaèdre, c'est un dé à 20 faces, fait de 20 triangles. Vous comprendrez pourquoi je vous le présente. Je pense que c'est dans la diapositive suivante. Non. D'abord, oui, en effet, quand on a découvert Mimivirus, l'impression qu'on avait, c'est qu'on avait affaire à un alien, un phénomène de foire. Mais rétrospectivement, on s'est dit, mais sachant que depuis le début, les particules virales, les virus qui ont été isolés étaient des petits virus, il y a un biais qui avait été introduit par le fait que pour récupérer cette fraction virale, les chercheurs, en fait, utilisaient un filtre et ne s'intéressaient qu'à la fraction qui passait au travers des filtres en l'appelant la fraction virale. Donc la fraction virale, c'était forcément ce qui passait au travers des filtres. Mimivirus, en fait, si on le fait passer sur un filtre, eh bien, il sera retenu au-dessus du filtre. Et donc, c'est ce qu'on s'est dit, c'est probablement il y a eu ce biais historique qui a faussé la manière dont on considère les virus.
On sait qu'il y a des bactéries toutes petites qui existent, ça a été ensuite complètement admis, mais on n'avait jamais fait le pendant d'imaginer qu'il puisse y avoir des virus plus gros que les premiers virus découverts. Donc ça a fait évidemment le buzz, mais ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller rechercher à l'époque, peut-être que vous êtes familier avec ces techniques qui consistent à récupérer des échantillons dans l'environnement, là en l'occurrence dans la mer des Sargasses, récupérer ces échantillons, extraire tout l'ADN, le séquencer et essayer d'établir un catalogue de la composition de ce qu'on trouve comme ADN. Est-ce qu'on trouve des bactéries? Est-ce qu'on trouve des petits eucaryotes? Est-ce qu'on trouve des algues? Est-ce qu'on trouve, allons jusqu'à la baleine? Globalement, donc, cet échantillonnage permet de référencer ce qu'il y a dans l'échantillon. Et en regardant ces données de métagénomique, on peut utiliser nos séquences qu'on connaît pour aller chercher dans ces séquences qui viennent d'être identifiées et voir s'il existe des choses qui ressemblent à ces séquences qu'on a chez nous. Et en l'occurrence, là, ça a été jackpot, puisqu'il y a une protéine qui est vraiment essentielle pour mimivirus, c'est la protéine qui fait la capside icosaédrique et qui est caractéristique de mimivirus. Et en cherchant dans ces données, on a vu qu'il existait des gènes qui ressemblaient à ce gène qui code pour la protéine majeure de capside. Donc du coup, on a décidé de se faire plaisir et d'aller échantillonner. Alors ça, c'est pour le plaisir. Je vais vous montrer la diversité des organismes eucaryotes qu'on peut trouver dans les océans. Ce sont des eucaryotes très particuliers qui, en fait, ont la particularité d'entourer la cellule d'un bouclier qui est fait de calcite ou de silice. Et ça donne ces structures qui sont phénoménales, que vous avez là, qui sont très très belles, très esthétiques. Mais c'est jamais qu'une seule cellule à noyau, donc un eucaryote, unicellulaire. Et en fait, il y avait quelque chose qui troublait les océanographes, c'est qu'en fait, il y avait ce qu'on appelle des efflorescences qui s'étalaient sur des milliers de kilomètres au moment où elles se mettaient à proliférer. Mais ce qui les intriguait le plus, c'est que du jour au lendemain, ces efflorescences étaient totalement éradiquées. Eh bien, en fait, le responsable, il est présenté ici. C'est un virus icosaédrique, un peu plus petit que mimivirus, mais qui a quand même un génome conséquent, 400 000 de base. Eh bien, c'est lui qui est responsable de l'éradication de ces populations brutales. Eh bien, c'est comme si, en fait, vous êtes dans le métro, vous êtes aussi serré que ça, il y a quelqu'un qui éternue à côté de vous, vous imaginez la vitesse de propagation. On en a eu des épisodes non lointains qui nous ont stressés au quotidien. Mais globalement, donc, il faut savoir que ces éradications se propagent très très vite. Ces infections se propagent très très vite. Donc c'est là où je vous disais qu'on s'était un peu fait plaisir, parce qu'en fait, on a bénéficié d'un programme européen qui donnait à des chercheurs qui n'étaient pas des océanographes l'accès à des stations marines partout dans le monde, en leur donnant également le bénéfice de toutes les infrastructures qui étaient présentes dans ces stations marines. Donc on avait des plongeurs, des bateaux, tout ce qu'il fallait pour pouvoir aller échantillonner là où on voulait aller échantillonner. Comme on avait commencé à travailler avec mimivirus, à cette époque, on savait que quand on produisait les particules de mimivirus, eh bien, elles étaient tellement denses qu'elles sédimentaient spontanément. Et donc, on avait décidé d'échantillonner la colonne d'eau, et cette fois-ci filtrer, mais pour garder tout ce qui est retenu par les filtres, et également récupérer des sédiments. Mais on a oublié de prendre le matériel pour les collecter. Heureusement, on buvait sur le bateau, donc on a coupé une bouteille pour pouvoir pour que le plongeur puisse aller récupérer des sédiments. Et je vous dirai ce qu'on a isolé à partir de ces sédiments un peu plus tard. Alors, on vous a toujours dit que les antibiotiques, ce n'était pas automatique. Et dans quel cas est-ce qu'on n'utilise pas les antibiotiques ? Pour les virus, exactement. Les virus, les particules virales sont inertes. Et donc, on a utilisé ce principe pour, sur des échantillons collectés, essayer de rajouter les antibiotiques qui vont permettre de tuer tout ce qui est vivant dans l'échantillon. Toutes les cellules, bactéries, eucaryotes, tout ce qu'il y avait dans l'échantillon était tué par ces antibiotiques. Et ensuite, on récupérait les échantillons et on les mettait au contact de l'hôte. Je n'en ai pas encore parlé de l'hôte. Mais l'hôte de mimivirus est en fait une amibe. C'est un unicellulaire eucaryote. Et les amibes, en fait, sont très permissives à beaucoup de choses, des infections bactériennes,
Et en l'occurrence, Mimivirus avait été isolé à partir d'amibes cultivées avec l'amibe. On avait une prolifération de Mimivirus. Donc, on a choisi cet hôte pour aller regarder dans les échantillons environnementaux si on pouvait trouver d'autres virus. Donc là, encore une fois, on a été chanceux parce qu'on a trouvé en premier un cousin éloigné de Mimivirus. Donc ici, vous avez Mimivirus qui avait été isolé en Angleterre. D'ailleurs, ça se voit un peu, les cheveux sont un peu à la punk. Et là, vous avez le Chilien, puisqu'on était au Chili, et on voit qu'il est beaucoup plus militaire. Il a les cheveux plus courts, bien peignés, quelques épis quand même, mais pas beaucoup. Mais globalement, les particules sont de la même taille et les caractéristiques globales des particules sont les mêmes. Maintenant, quand on regarde un peu plus en détail, on récupère le génome, on identifie, comme on l'avait fait pour Mimivirus, tous les gènes qui sont présents dans Megavirus chilensis que l'on compare avec ceux de Mimivirus. On se rend compte qu'ils partagent à peu près un peu plus de la moitié de leurs gènes. Et parmi ces gènes, surprise, il y a des gènes qui interviennent dans la traduction des protéines. On n'a toujours pas de ribosomes, qui sont les briques élémentaires de la traduction, mais clairement, Mimivirus et Megavirus savent un petit peu faire de la traduction. Donc ça a posé beaucoup de questions sur éventuellement l'origine de ces virus. Est-ce qu'ils pourraient avoir une origine cellulaire et, comme tout parasite, aller vers une réduction du fait qu'à chaque fois que la cellule produit compense en donnant une fonction, le gène n'est plus essentiel pour le virus qui infecte cette cellule. Je ne sais pas si je l'ai expliqué clairement. Je reprends. Quand on est un parasite intracellulaire obligatoire, en fait, le seul moyen de se multiplier, de se répliquer, c'est d'être dans une cellule. Et en fait, si on a un virus sophistiqué qui sait faire beaucoup de choses, on va avoir des mutations et éventuellement, il y a une fonction essentielle au virus dans laquelle on va avoir une mutation et il va perdre cette fonction. Ben, il a une deuxième chance. Parce qu'en fait, comme il est dans la cellule et que la cellule, elle, peut éventuellement lui donner la fonction dont il a besoin, dans ces conditions-là, ben, ce n'est pas grave qu'il ait perdu ce gène-là. Et donc, c'est comme ça qu'on sait que pour les bactéries parasites, on a un processus d'évolution par réduction génomique avec perte de gènes dans la mesure où la cellule est capable de produire la fonction. Alors, ce qu'il y avait aussi de surprenant avec Megavirus, c'est qu'en fait, on avait quand même énormément de gènes qui étaient uniques à Megavirus, de la même manière qu'il y en avait un grand nombre qui étaient seulement présents dans Mimivirus, et que ces gènes, pour la majorité, c'était des gènes de fonction inconnue qui ne ressemblaient à rien de connu, ni dans le monde cellulaire, ni dans le monde viral. Donc on a encore énormément de choses à découvrir à partir de ces gènes. Alors ça, je vous montre juste une photo d'un cousin encore plus éloigné de Mimivirus, mais qui est assez intéressant. Il s'appelle Tupanavirus, il a été isolé au Brésil, pas par nous. Et en fait, ça c'est la particule de Mimivirus, et lui, il a la caractéristique en plus d'avoir une queue, et qui joue un rôle pour la réplication du virus. Donc maintenant, je voulais vous présenter le cycle infectieux pour vous faire pénétrer le niveau de sophistication qui est mis en place pour réaliser une infection dans la cellule. Alors, je vous ai dit que Mimivirus avait des cheveux à la périphérie. En l'occurrence, ces cheveux sont très, très, très sucrés. Et ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, les amibes se nourrissent de bactéries. Et elles reconnaissent les bactéries par la taille et par le goût. Parce que les bactéries ont également des sucres à la périphérie. Et les sucres qui font ceux de Mimivirus, eh bien, c'est des sucres qui ressemblent aux sucres bactériens. Donc non seulement c'est lui qui les synthétise, mais en plus il fait des sucres qui sont presque pareils à ceux des bactéries. Il a la bonne taille, la particule virale a la bonne taille, ça a le bon goût, et donc l'amibe se fait avoir, et c'est le début de l'intoxication alimentaire. Donc ce que fait l'amibe pour manger, c'est qu'en fait, quand elle est au contact de quelque chose qu'elle cherche à manger, elle va dérouler ses pseudopodes, entourer l'objet, qui va se retrouver donc comme ça dans la cellule, et à partir de là, elle va pouvoir le digérer dans cette vacuole qu'on voit ici, là. Elle va pouvoir le digérer en utilisant donc différents processus. Bien, dans le cas de Mimivirus, ce qui se passe, c'est que dès qu'il se retrouve en fait dans cette vacuole digestive,
Je vous ai parlé tout à l'heure de cette structure qui avait un vertex de la capsule icosaédrique. C'est une structure qui ressemble à une étoile de mer. Il faut que vous imaginiez que chacun de ces bras de l'étoile de mer sont au centre, vous avez une fermeture éclair. Et donc, j'ai trouvé par chance dans un musée de l'artisanat quelque chose qui illustre bien ce qui va se passer. Donc, vous avez les fermetures éclairs qui vont s'ouvrir. Et là, c'est ce qui est représenté en bas à gauche. Les triangles de l'icosaèdre vont se soulever et vous avez un compartiment interne qui se trouve au milieu de la capsule icosaédrique. Je ne vous l'ai pas dit, mais on a également une membrane lipidique, une membrane qui, quand ces triangles vont s'ouvrir, elle va se déplier vers l'extérieur, elle va aller au contact de la membrane de la vacuole, fusionner avec la membrane de la vacuole, ce qui fait que tout ce qui se trouve à l'intérieur de la particule, on a maintenant un continuum entre le cytoplasme de la cellule et l'intérieur de la particule, et donc tout va pouvoir être transféré dans le cytoplasme de la cellule, et c'est là que commence vraiment le cycle infectieux. Donc ce cycle infectieux, vous reconnaissez le compartiment ici qui a été transféré. En fait, ce compartiment, il contient tout ce qu'il faut pour passer de l'information génétique de l'ADN et produire les messagers. Donc tout ça est là-dedans, ce qui veut dire que dès que le transfert a été fait, immédiatement, les messagers sont produits et vont pouvoir aller directement au ribosome, à la machinerie de traduction cellulaire pour se faire traduire et donner les protéines qui vont permettre au cycle de procéder. Ce que vous voyez ici, là, c'est ces transcrits qui s'accumulent à la périphérie donc, de ce compartiment-là. Plus tard, il y aura réplication de l'ADN en plusieurs copies et ensuite, on aura l'assemblage progressivement et c'est ce que vous voyez ici, à la périphérie de cette usine virale, puisque ça, c'est vraiment une usine virale et c'est un compartiment à l'intérieur de la cellule qui est vraiment qui exclut tout le reste de la cellule. Et ce compartiment, en fait, à la périphérie, on va avoir l'assemblage donc des particules qui vont commencer à bourgeonner à la périphérie. Et au fur et à mesure qu'elles se maturent, jusqu'au moment où elles récupèrent leurs cheveux, elles vont complètement remplir la cellule. Et la cellule, en dernière instance, va liser et libérer toutes ces particules dans le milieu extérieur qui vont pouvoir aller rechercher de nouveaux hôtes. Donc ça, encore une fois, je vous avais dit que les particules sont très grosses. Ça, c'est une image de microscopie optique, donc vraiment optique, alors que ça, c'est la microscopie électronique qui permet de voir plus de détails. Et tous ces points que vous voyez là, c'est une particule de mimivirus. Et ce que vous voyez là, c'est l'usine virale. Donc on voit vraiment bien les choses en microscopie optique en ce qui concerne ces virus géants. Alors il y a un autre bouleversement qui a été produit dans un autre laboratoire, c'est qu'en fait, mimivirus peut tomber malade. Il peut attraper un virus. Et en fait, on sait maintenant que ce virus qui a été nommé Spoutnik, qui contient une vingtaine de gènes, en fait, il suit exactement les mêmes règles pour produire ses messagers que mimivirus. Et donc, il a besoin de l'usine virale pour pouvoir produire ses propres messagers pour ensuite aller se faire traduire. Donc, c'est vraiment un virus de virus. Et il a été appelé le virophage, au même titre que les bactériophages mangent les bactéries, les virophages mangent les virus. Donc, c'est un raccourci un petit peu. Et depuis, on s'est rendu compte qu'il en existait beaucoup. Et donc, vous avez, encore une fois, quelque chose de standard en biologie, c'est que vous avez une course. Vous n'êtes jamais le dernier parasite de quelqu'un. Il y aura toujours un parasite qui parasitera le parasite. Et ça va très loin. Alors là, j'en arrive au cheminement qu'on a suivi quand on n'était pas virologue au départ. Peu importe, on le devient rapidement et on le devient efficacement quand on travaille sur ces virus géants. Mais globalement, tout le monde, et je suis sûre que si je vous demande « c'est quoi ça ?», vous me répondrez « c'est un virus ». Eh bien, en l'occurrence, on s'était posé la question « pourquoi est-ce que mimivirus aurait besoin d'un millier de gènes pour faire une particule, aussi grosse soit-elle, alors que la majorité des virus, des petits virus, peuvent faire ça avec une poignée de gènes, une poignée de protéines ». Et donc, si on ramène les choses, on établit un parallèle, et je vais revenir à Van Leeuwenhoek et son dessin.
Là, si on séquençait cet unicellulaire flagellé, qui est représenté ici, qui est un spermatozoïde, on verrait qu'il y a 25 000 gènes qui sont présents dans ce génome. Mais ces 25 000 gènes, dans les faits, ils ne sont pas faits pour faire ce spermatozoïde. Ils sont faits pour faire l'organisme qui est représenté ici. Donc on a un programme de développement avec une dissémination des gènes par les gamètes. Eh bien, on peut revenir maintenant à mimivirus. C'est exactement la même chose. La particule virale n'est pas le virus, ou pas seulement. En fait, on a affaire à un micro-organisme transitoire qui se développe à l'intérieur de la cellule et qui la transforme, qui est un parasite intracellulaire obligatoire. Et là, ça, c'est le virus. Ça, c'est le véhicule qui sert à propager le génome du virus. Et quand on comprend ça, on se rend compte que finalement, ça devient beaucoup plus clair. Et c'est compliqué, mais c'est vraiment, je pense, les bases qui permettent de mieux conceptualiser ce qu'est un virus par rapport à un virion. Virion, c'est la particule virale. Le virus, c'est l'ensemble de tous les processus qui vont de la particule virale, mais jusqu'à la fin du cycle. Donc là, c'est un peu anecdotique, ce que je vais vous présenter. Je vais vous montrer que la particule virale de mimivirus, je vous ai déjà montré que c'était un peu une poupée russe. Je vous ai dit, il y a des fibrilles à la périphérie, donc on les voit ici. On a l'icosaèdre, puis ensuite on a un compartiment à l'intérieur. Et en fait, à l'intérieur de ce compartiment, on a une structure que vous voyez ici, qui quelque part ressemble beaucoup au virus de la mosaïque du tabac. Et ça, on l'a compris très récemment. En fait, à l'intérieur de cette structure, qui est en fait une structure en hélice, on a de l'ADN. C'est cette structure qui contient l'ADN de mimivirus. Et cette structure, elle est enroulée dans le compartiment que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est ce qu'on voit ici, par une autre technique. Tout ça, c'est compacté à l'intérieur de ce compartiment. Et c'est très esthétique, c'est pour ça que je vous le présente. Et je vous ai dit qu'il y avait tout ce qu'il fallait dans ce nucléoïde pour créer les messagers qui allaient pouvoir se faire traduire pour donner les protéines. Eh bien, en fait, c'est ce qui est représenté ici. Vous avez cette hélice qui est très compacte, dans laquelle on a l'ADN qui est replié en 6 brins. Et au milieu de cette structure, au centre, vous avez une protéine qui est celle qui est capable de lire les gènes sur l'ADN et de faire le messager. Eh bien, dès que l'hélice en fait est compactée à l'intérieur du compartiment, dès qu'elle va se décompacter, je ne peux pas tout faire, dès qu'elle va se décompacter, en fait, on va avoir libération de la protéine qui est capable de lire le gène pour en faire un messager. Et donc, on va avoir production de ces messagers et le cycle va pouvoir aller jusqu'aux protéines et continuer à évoluer. Donc c'est anecdotique, mais en fait, ça veut dire que dans le cas de mimivirus, en fait, on a un virus qu'on appelle filamenteux, qui sont ces virus hélicoïdaux, qui ont leur molécule ADN ou ARN au centre. Et ça, qui est doublement protégé dans les capsides de mimivirus, dans le compartiment et dans la capside icosaédrique. Maintenant, je vais vous présenter ce qu'on a trouvé à partir de cette bouteille qui contenait des sédiments. C'est une famille qu'on a décidé d'appeler les Pandoraviridae, parce que, je vais vous le montrer un peu plus tard, mais dans les faits, on avait un peu l'impression d'ouvrir la boîte de Pandore. D'abord parce qu'ils étaient encore plus complexes que les Mimiviridae, et d'autre part, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais déjà, quand on a travaillé sur ces Pandoravirus, on en a isolé 2, un à partir d'un échantillon australien et un à partir d'un échantillon chilien. Ça nous a permis de voir, de pénétrer un petit peu ce à quoi on avait affaire, mais au début on les avait appelés NLF, New Life Form, nouvelle forme de vie, parce qu'on ne savait absolument pas à quoi on avait affaire. C'était hétérogène en taille, vous voyez les particules, elles ont des dimensions très variables, alors que dans le cas de mimivirus, ce qui est le tapis qui est à l'arrière, on voit bien que chaque particule est identique à sa voisine. Là, on avait un truc hyper hétérogène, on s'est dit est-ce que c'est un type de bactérie qu'on n'a jamais vu? Bref, il a fallu qu'on fouille. Bon, on a séquencé le génome, mais on a surtout regardé le cycle infectieux pour se rendre compte de la manière dont qu'il s'agissait d'un virus, parce qu'on n'a pas de division binaire, cette particule ne se divise pas en 2 pour donner 2 filles.
En fait, elle se tricote dans la cellule, c'est ce que vous voyez sur cette image en grand. Elle se tricote en commençant par l'apex, le haut de la particule, et elle se remplit en même temps, un peu comme si vous faisiez une bouteille de lait par le goulot et que vous la remplissiez en même temps. Donc, et à la fin, on a une particule qui fait de l'ordre d'1 micromètre, donc très, très, très grande, qui a des structures très particulières et qui contient un génome qui fait cette fois-ci de l'ordre de 2,8 au total mégabases. Donc c'est-à-dire plus de 2 millions de paires de bases. Cette fois-ci, on a largement éclaté Mimi en termes de complexité. Mais surtout, la majorité des gènes, mais vraiment la très vaste majorité des gènes qu'on voit dans ces virus-là, ne ressemblent vraiment à rien de connu. Et on a découvert qu'en fait, ils étaient capables de créer de nouveaux gènes à partir de rien. C'est-à-dire qu'à partir de certaines portions du génome, on va éventuellement produire des messagers qui vont pouvoir donner des protéines, et avec des essais-erreurs, éventuellement, ça donnera un bénéfice au virus. Donc vous voyez, ça c'est un concept qui est important, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire à ces gènes. C'est à partir du moment où ils apparaissent que leur histoire commence. Donc ça fait partie des surprises que nous apporte l'étude de ces virus. Son cycle infectieux, il est très parallèle à celui de mimivirus, excepté qu'il ne forme pas une usine virale dans le cytoplasme de la cellule. Lui, il vient squatter le noyau cellulaire, et il va même utiliser des fonctions cellulaires pour initier son cycle infectieux. Sinon, la particule, je vous l'ai dit, il y a un apex, un sommet. En fait, on a une sorte de bouchon muqueux qui, quand lui aussi va se faire manger par l'amibe, va se retrouver dans la vacuole. Ce bouchon muqueux va sauter et on aura le même procédé qu'avec mimivirus, fusion de la membrane interne avec la membrane de la vacuole pour pouvoir tout transférer dans le cytoplasme de la cellule. Alors là, c'est la dernière partie que je veux vous présenter cette fois-ci. On s'est posé la question de savoir s'il existait d'autres virus qu'on n'aurait jamais identifiés comme étant des virus qui pourraient avoir des particules qui soient non symétriques. Bien, la réponse est oui. Et cette fois-ci, on ne les a pas trouvés en voyageant dans l'espace, mais on les a trouvés en voyageant dans le temps. On est retourné dans le passé. Et ça a été rendu possible par le fait qu'il y avait un groupe de Russes qui avait publié le fait qu'ils avaient réussi à réactiver une plante de 30 000 ans à partir d'un fragment de fruit qui avait eu 30 000 ans. Et ça, parce que cette graine, ce fruit était conservé dans le pergélisol sibérien. Le pergélisol sibérien, c'est de la terre gelée en permanence. Et donc, on leur a proposé de collaborer avec nous et de nous donner des échantillons pour qu'on puisse voir si un organisme aussi complexe qu'une plante à fleurs pouvait être réactivé. Peut-être qu'on pouvait réactiver des virus. Alors, ce qui est intéressant sur ce site, c'est qu'en fait, on a une rivière qui a complètement creusé le pergélisol. Et ça permet d'aller accéder aux aires géologiques en creusant directement perpendiculairement à la falaise. Donc, on a récupéré un échantillon de 30 000 ans et on a eu jackpot puisqu'on a isolé 2 virus qui n'avaient jamais été vus auparavant. L'un, c'est Pitovirus sibéricum, l'autre, c'est Mollivirus sibéricum. Pitovirus sibéricum, c'est mon préféré. Il peut aller jusqu'à 2 micromètres en termes de taille, mais il est très esthétique. Ce que vous voyez, c'est une section de la particule. Vous voyez que vous avez un tégument très épais qui est fait en fait de bandes parallèles. Et vous avez un bouchon qui ferme la particule. Si vous le regardez par le haut, c'est ça que vous voyez. Donc c'est très esthétique, ça fait vraiment un réseau en nid d'abeilles. Et quand l'infection commence dans la vacuole, ce bouchon va sauter et ça va procéder comme les autres. Mollivirus, il a la taille d'une particule de mimivirus. Il est sphérique, il est intéressant également, mais il est moins esthétique que Pitovirus. On a eu la chance que Pitovirus sibéricum soit remarqué, et donc maintenant il y a une peluche à l'effigie de Pitovirus qui a été nommée Zombivirus, et ça a été très repris par les médias qui adorent Zombivirus et qui aiment référencer ce genre de choses. Ça a aussi beaucoup plu à certains journaux, et là vous avez donc Charlie Hebdo qui nous a généreusement offert ce cartoon qui est vraiment intéressant, je pense.
Et vous avez donc dans l'actu des jeunes, donc aussi, ça a été repris sur le fait qu'il y avait des chercheurs fous qui réactivaient des virus anciens. Mais c'est des virus d'amibes, hein. On a fait tous les contrôles, ça n'infecte pas l'humain. Par la suite, on a réussi à remonter encore plus dans le temps et à isoler d'autres virus, mais cette fois-ci de 50 000 ans. Mais pour l'instant, on n'a pas encore été plus loin. Donc mollivirus, le seul intérêt qu'on a pu trouver au niveau du cycle infectieux, c'est que c'est le seul qui se laissait faire quand on marquait son ADN. Et donc on a pu suivre le périple de l'ADN du moment où il a pénétré, de l'ADN du virus, du moment où le virus a pénétré dans la cellule jusqu'au moment où il atteignait le noyau cellulaire, où il se diluait dans le noyau cellulaire. Donc vous le voyez ici dans la particule, puis ensuite au noyau. Et là, l'ADN se décompacte et on peut avoir les processus initiaux de production des messagers pour produire les protéines qui se mettent en place. Pitovirus, je vous en ai déjà parlé, donc on a ce bouchon qui saute. Et là maintenant, c'est un état des lieux que je veux vous présenter, donc après 20 ans de recherche, puisque en effet, ça fait 20 ans qu'on travaille sur ces virus géants. Maintenant, je vous avais présenté tout à l'heure Chlorella-virus, qui était le plus gros connu à l'époque, qui se trouve à peu près ici. Depuis, on a accumulé des isolements de virus. Les mimivirus sont par là, et vous vous souvenez du changement de pente. Maintenant, on a les pandoravirus qui sont pour l'instant les plus complexes. Mais ce que vous voyez, et c'est un point important, c'est qu'alors qu'on avait vraiment une rupture abrupte de la pente de la droite, finalement, on se rend compte que plus on en accumule et plus on restaure cette linéarité. Et probablement, plus on va en accumuler, plus on va se rendre compte qu'on a vraiment un continuum entre les virus les plus petits et les virus les plus grands. Alors, j'ai un peu insisté sur le fait que ces virus, en fait, ont tous une propriété particulière, c'est qu'ils ont tous 2/3 de leurs gènes qui ne ressemblent à rien en dehors de la famille. Donc, les 2/3 de gènes qu'on voit chez mimivirus qui ne ressemblent à rien en dehors des mimiviridés, des mimis, eh bien, on ne les retrouve pas dans les pandoras, on ne les retrouve pas dans les pitos, on ne les retrouve pas dans les mollis. Et pareil, donc tout ça, ça s'accumule, ce qu'on appelle maintenant la matière noire virale. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une chose que savent très bien faire les virus, c'est de manipuler les cellules. Mais pour ce faire, ils utilisent exactement les mêmes briques fondamentales que celles qui sont utilisées par les cellules. Donc on a là des voies métaboliques, des voies de transformation de ces briques élémentaires qui sont totalement originales et qui ne sont pas utilisées dans le monde cellulaire. Donc c'est un réservoir à découverte, c'est un réservoir biotechnologique et c'est vraiment un domaine de recherche qui émerge et qui est très excitant. Et ça m'amène à ma dernière diapo. De fait, ces voies qui sont originales chez ces virus amènent de manière provocative à proposer qu'en fait, les virus soient les losers de l'évolution, les perdants de l'évolution. Il y a une chose que ne savent pas faire les virus, c'est traduire. Et on peut voir l'évolution de l'apparition de la vie sur Terre, c'est faite probablement par des bonds évolutifs qui interdisaient le retour en arrière. Donc on va être capable de transformer une molécule chimique en une autre molécule chimique, mais il y a un moment où il va y avoir un tel bond en avant que ce ne sera pas possible de revenir en arrière. Et sur ces grands changements évolutifs, on peut donc ainsi imaginer que l'apparition de la machinerie de traduction, les ribosomes, ait été un événement crucial. Et ça, on en voit la trace parce que même chez les bactéries parasites, ou les plus petits parasites, la dernière chose qu'ils vont perdre, c'est leur ribosome. Il faut absolument qu'ils maintiennent la traduction. Et pourquoi? Parce que même une bactérie qui est parasite, elle est enveloppée par une membrane, et donc quand elle va rentrer dans une cellule, elle sera quand même limitée dans un compartiment qui est limité par une membrane. Dans le cas des virus, c'est l'inverse. Les virus, ils ont accès à la totalité de la cellule pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et donc c'est pour ça que la proposition, c'est qu'en fait, les parasites, il y a toujours eu des parasites, même dans l'apparition de la vie sur Terre, il y a toujours eu des parasites. Et à un moment où l'évolution a permis de vraiment franchir la barrière qui a conduit à la cellule, eh bien, tout ce qui était derrière était en train de perdre totalement la compétition, sauf s'ils étaient capables d'utiliser ces ribosomes. Et donc, c'est ce qui est proposé, c'est que les virus, qui savent très bien faire, c'est utiliser la machine de traduction.
Et donc, dans l'évolution, ils ont toujours été parasites et ne cherchent pas à ne pas être parasites. Ce parasitisme est quelque chose qui leur donne leur propre privilège. Mais ça veut dire aussi qu'eux ont conservé des voies métaboliques ancestrales qui existaient à l'origine de la vie et qui n'ont pas été conservées dans le monde cellulaire. Et comme je vous l'ai dit, je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant à prospecter. Cette image, c'est juste pour vous montrer l'ensemble du laboratoire. On est à Marseille, donc c'était le repas de cette année, en début d'année. Donc vous voyez tous les membres du laboratoire. Jean-Michel Clavry, qui était le directeur du laboratoire avant moi, qui est toujours là et qui est vraiment à l'initiation de la découverte des virus géants. Et dernière image, que voyez-vous? Inclinez la tête. Est-ce que vous voyez le complémentaire? Alors, c'était mon dernier message, c'est ça. C'est qu'à un moment, il faut se poser des questions et se demander s'il ne faut pas regarder les choses avec un point de vue un petit peu différent. Et dans ces conditions-là, on peut très bien passer du lapin au canard et du virus au virion. Et je vous remercie. Bien, merci beaucoup Chantal. Prenez 2 petites secondes pour prendre de l'eau. On en a sur la table aussi, si vous voulez. Donc, merci pour votre attention. Alors, je profite de cette petite pause respiration pour rappeler que ceux qui veulent avoir accès à l'information des conférences et des rencontres, désormais, il faut vous inscrire sur la newsletter du muséum. Voilà, je sais qu'il y a eu quelques personnes qui ont des difficultés, qui sont venues me le dire. Je crois qu'il faut insister sur le bouton envoyer, voilà, quand il faut cliquer. Voilà, alors est-ce qu'on a dit beaucoup de choses, il me semble? Beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai révisé pas mal de mon savoir et j'ai renouvelé des choses, et notamment des choses que je pensais qui étaient fausses. Je suppose que peut-être vous aussi. Alors, n'hésitez pas à reposer des questions. On peut revenir en arrière sur certaines diapos, il n'y a aucun problème, pour déployer là où vous en êtes. Et puis, on peut débattre, virus vivant ou pas. Voilà, est-ce que ça fait partie du règne du vivant? Donc, à vos questions. Oui, bonsoir, je vous apporte le micro. Bonsoir, merci. Je voudrais vérifier que je ne me suis pas trompée dans ma compréhension, parce que j'ai découvert plein de choses. J'ai appris ce qu'était un virus, une bactérie, il y a 50 ans, et je découvre ce soir qu'un virus, c'est un processus, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est ça je trouve c'est fabuleux, et qu'en réalité, ce que je pensais être un virus, c'est le virion. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Exactement, c'est exactement voilà. ça. C'est ce que je voudrais dire. Est-ce que c'est valable pour tous les virus? Tous. Ou c'est juste vos maxivirus? Voilà, là vous m'avez ouvert Tous. un monde. Tous, c'est pareil. Et d'ailleurs, c'est Jean-Michel Clavry, dont je vous ai parlé à la fin de la présentation, qui le premier avait proposé ce parallèle entre le spermatozoïde et la particule virale. La diapo. Et ça a été repris. Vous voulez que je la mette? Oui, je veux bien, parce que pareil que madame. On peut remettre la présentation. Donc ça a été repris par un autre chercheur qui a été enthousiasmé par l'idée. Et ça, il a proposé qu'on appelle ça... Excusez-moi. C'était avant. Je sais que c'est après, mais... Ouais. Encore. Il faut qu'on aille loin. Voilà, c'était là. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est celle-là, la diapo. Donc, il a proposé qu'on appelle ça... qu'on change le nom de la cellule infectée par un virus en l'appelant la virocelle. Et en fait, c'est le virus. C'est le virus qui prend le contrôle de la cellule et qui la détourne à son bénéfice, mais avec lui-même ses propres manettes, qui peuvent être des manettes qui n'existent pas dans le monde cellulaire, comme je l'ai dit tout au long de l'exposé. Et cette virocelle fait partie du process, au même titre que la particule virale. Bonsoir. Bonsoir, merci. C'est juste pour comprendre 2 choses. Là, je vois qu'on dit donc le mimivirus, il a 1000 gènes, mais il a un peu plus d'1 million de paires de bases. Donc ça veut dire que chaque gène est constitué d'un nombre important de paires de bases. Oui, c'est à peu près 1000 paires de bases, un gène. Et donc, en moyenne.
Mais après, oui, ça fait des protéines. Ben, les protéines les plus petites, elles font de l'ordre de... Enfin, on sait même que dans le cas de ce virus, la plus petite qui produise, elle fait 59 perles, 59 acides aminés. Et elle est vraiment très petite, mais elle a une capacité étonnante parce qu'elle est capable de coordonner du fer également. Et on ne sait pas encore à quoi ça lui sert, à quoi ça sert au virus. Pardon ? Non. Il y a tout. Et la deuxième question, rapidement, c'est ce que je comprends, c'est qu'il y a des virus dans le matériel génétique et de l'ADN, mais ça peut être aussi de l'ARN. On peut avoir les deux possibilités. Alors, oui, bien sûr, et même c'est encore plus complexe que ça. Non, mais je fais juste reformuler pour être sûr de ce que j'ai compris, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a des virus ARN, comme le coronavirus, mais il y a des virus à ADN. Mais pour l'instant, il n'y a aucun virus ARN qui a réussi à avoir un génome aussi gros que ceux qu'on voit dans le cas des virus à ADN, et probablement parce que l'ARN est beaucoup moins stable que l'ADN. Et donc, les chances pour que les virus les plus complexes en termes de taille de génome soient des virus à ADN sont énormes comparés aux virus ARN. Est-ce que ça rejoint la question ou... Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est encore pire que ça parce qu'on peut avoir des virus qui sont à ARN simple brin, ARN double brin, ADN simple brin, ADN double brin. C'est hyper compliqué les variabilités qu'il peut y avoir au niveau des virus en termes d'information génétique et génomique. Bonsoir. Bonsoir, pardon, excusez-moi, je suis sourde, donc c'est pour ça que je passe par l'interprète. Comme ça, on peut discuter via ce biais-là. Donc, du coup, le virus, ça a une vie en termes d'années, de millions d'années, je sais pas, de jours, qui peut s'étaler sur combien de temps? Parce qu'une fois qu'il a donc du coup parasité un autre, entre guillemets, il va falloir reproduire, il va falloir se rediviser. Et au bout de combien de temps il va donc mourir? Est-ce qu'il va mourir en même temps que ses cellules, ou est-ce qu'il va avoir une vie qui va dépasser la vie des cellules? Comment est-ce que ça va se passer? Ben, en fait, comme je vous l'ai dit, la particule virale, c'est le véhicule pour transporter le génome. Donc, ce véhicule, il ne faut pas oublier qu'à la fin d'un cycle d'infectieux et de réplication du virus, on va produire des milliers de nouvelles particules virales. Et donc, ces nouvelles particules virales vont pouvoir rétablir un nouveau cycle infectieux. Un peu comme je vous ai montré dans les fluorescences d'algues unicellulaires. En fait, dans une population aussi dense que ça, la propagation est infinie, puisque tant que la population n'est pas éradiquée, toutes les nouvelles particules vont pouvoir infecter de nouveaux hôtes, puisqu'il y en a encore, jusqu'à l'épuisement de l'hôte. Après, ces virus ont des stratégies qui permettent, par exemple, de leur donner la capacité d'infecter plus tard, c'est-à-dire qu'ils vont éventuellement se déposer au fond des océans, et à un moment où il va y avoir du brassage, il va pouvoir éventuellement se remettre en surface, ou en tous les cas dans la colonne d'eau. Et si à ce moment-là, l'hôte repasse à proximité, il va pouvoir à nouveau réaliser des cycles infectieux ad vitam aeternam pour la cellule, en tous les cas. Après, les particules virales sont quand même sensibles aux irradiations UV et au stress oxydant. Et c'est la raison pour laquelle on a pu réactiver des virus de 30 000 ans dans le pergélisol. C'est parce que c'est un endroit idéal qui est très très préservé des irradiations UV. Les conditions d'oxydoréduction sont idéales également. C'est Jean-Michel qui dit ça en routine, vous pouvez mettre un yaourt dans le pergélisol, vous pouvez le remanger dans 1 million d'années. Par ici, bonsoir. Merci, bonsoir. Ce que je trouve fascinant, c'est que vous avez dit que donc, ces virus géants, ils ont tous des quantités de gènes qu'on ne connaît absolument pas et dont on ne sait pas du tout à quoi ils servent. Et ils sont tous différents. Enfin, oui. Ça paraît absolument incroyable. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'au départ de la vie, elle a créé toutes sortes de gènes sans savoir à quoi ça servait? Comment c'est possible qu'il y ait tant de gènes différents dont on ne sait même pas à quoi ils servent et que chaque virus ait en plus
soit plus différent des autres. Oui. J'ai du mal à imaginer ça. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution va vers la complexification. C'est-à-dire qu'on peut avoir une protéine qui peut faire le job. L'évolution va tendre à faire évoluer cette protéine en une multitude de protéines qui feront la même fonction, parce que ça permet d'ajuster précisément, de contrôler précisément la manière dont les processus vont se faire. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Quand on regarde les choses au jour d'aujourd'hui, on regarde des choses qui étaient simples avant, mais qui sont complexifiées au cours du temps. Et après, il y a le concept de la reine rouge. Alice au pays des merveilles, il faut courir pour rester en place. Ça vous dit quelque chose ? C'est connu dans la salle, cette métaphore qu'on utilise beaucoup en sciences. Vous l'avez déjà entendue ? Non ? Non, plutôt non ? Plutôt rien. Vous êtes sage ? Donc plutôt non. On va peut-être expliquer effectivement. Justement, j'allais rentrer dans les détails. C'est en fait, courir pour rester en place, ça veut dire qu'en fait, on est dans un monde hyper compétitif dans lequel il faut sans cesse acquérir de nouvelles fonctions, de nouvelles défenses, se protéger encore mieux, complexifier ses stratégies de manière à plus ou pas être la cible de ces attaques perpétuelles. Donc c'est ça le principe de la reine rouge, c'est il faut courir pour rester en place, pour rester vivant. Par ici. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous voulez bien réexpliquer un peu les modalités d'infection du virion ? Parce que si j'ai bien compris, des fois il est dans le cytoplasme, des fois il est dans le noyau. Non, le virion, il est toujours dans la vacuole, mais il se sert de la vacuole pour pouvoir transférer ce qu'il veut dans le cytoplasme, ce dont il a besoin dans le cytoplasme. Okay. Mais ce n'est pas tous les virus qui procèdent comme ça. Il y en a plein qui, en fait, ils injectent, au travers de la membrane cellulaire, ils vont injecter ce qui est nécessaire à réaliser l'infection directement dans le cytoplasme. Donc ça, c'est une particularité des virus qui infectent l'amibe, parce que l'amibe mange. D'accord, mais est-ce que des fois, ça se retrouve quand même dans le noyau, justement, de la cellule ? Alors, le virus, la particule virale, jamais. D'accord. Mais tout ce qu'il y avait dans la particule virale qui a été transféré dans le cytoplasme, pour les virus qui ont un cycle infectio-nucléaire, ça va aller au noyau cellulaire. Pour ceux qui sont cytoplasmiques, on va créer cette organelle dans la cellule qui est l'usine virale. Et est-ce que ça change quelque chose en termes de vie de la cellule ? Oui, elle est condamnée. Elle est condamnée, oui. Donc il n'y a jamais de... Ça ne peut pas exister une relation symbiotique entre un virus et un autre ? Bien sûr que si. Si aussi. Mais en l'occurrence, nous, on cherche la facilité. Et pour chercher la facilité, il faut qu'on puisse observer un phénotype. Et donc c'est ça qui nous a conduit à ne réactiver que des virus qui sont vraiment lytiques, qui sont capables de tuer les cellules, parce que dans ces conditions, on voit que les cellules meurent, qu'il y a quelque chose qui les tue, qu'on a tout traité aux antibiotiques, et que donc ça peut être un virus. Maintenant, il y a aussi des océanographes qui travaillent dans les océans, mais aussi dans d'autres milieux, qui s'intéressent à justement l'équilibre qui existe entre les populations d'unicellulaires eucaryotes et les virus. Et il y a vraiment, encore une fois, un équilibre qui peut se mettre en place, dans lequel on a des populations. Il faut imaginer que le rôle des virus est, dans les faits, hyper bénéfique dans l'environnement, parce que ça régule en fait les populations d'unicellulaires eucaryotes. Si jamais il n'y avait pas les virus dans les océans, ce serait une soupe infâme, parce que justement, il y a ce qu'on appelle le viral shunt. En gros, c'est on interrompt le cycle par infection virale, ce qui veut dire qu'on purifie l'ensemble et on relibère des nutriments pour les autres eucaryotes. Et donc ces équilibres sont très bien étudiés, et ce qu'on voit, c'est qu'on a des populations qui vont être infectées par une population de virus et qui vont brutalement décroître, ce qui va permettre à une autre population qui est à bas bruit de reprendre le pas, et éventuellement jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement un virus de cette population. Et donc on a en fait on a l'impression que c'est dramatique ce qui se passe en termes de décroissance de la population au temps T, mais dans les faits, les choses se nivellent, et au cours du temps, donc, il y a vraiment un équilibre qui se met en place. Donc c'est bénéfique au niveau écosystémique, mais jamais au niveau d'un individu, ou ça peut être vraiment ça pour peut un être aussi individu bénéfique au niveau d'un individu. Les virus ont joué un rôle clé dans l'évolution. C'est grâce à eux que les mammifères ont pu exister.
C'est en utilisant un système dont se servait les virus pour échapper à la reconnaissance par le système immunitaire de l'organisme, que, en fait, en utilisant ce processus, on a pu créer le placenta et a cessé de pondre des œufs. Parce que pourquoi les œufs? Les œufs, il faut absolument isoler cet embryon étranger, puisqu'il est fait de 2 individus, donc il n'est plus comme la mère. La mère le reconnaît forcément comme étant un étranger. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un œuf. L'œuf, il empêche qu'il y ait un contact direct entre l'embryon et la mère. Bien, le placenta établit exactement la même chose et permet donc la transition de l'œuf au mammifère. Et ça a été donc ça, obtenu c'est les virus qui ont appris aux cellules à le faire. La fusion entre les membranes, c'est les virus qui ont appris à le faire. Donc c'est aussi, ça a un impact important en termes de sexualité. La sexualité, c'est les virus qui savaient la faire, parce que c'est eux qui savent fusionner les membranes. Donc il faut fusionner un spermatozoïde et une ovule pour pouvoir avoir un œuf. Donc c'est tout ça qu'on ne considère pas, qu'on ne dit pas, et donc on voit les virus comme étant des dangers absolus. Mais dans les faits, ils ont toujours été là et ils ont toujours participé à l'évolution, dans les temps précoces comme dans les temps présents. Et après, il y a ce que fait l'homme et la manière dont il crée des déséquilibres dans la nature, qui vont forcément avoir un impact sur cet équilibre. Et c'est plutôt ce déséquilibre qui crée des tempêtes, si je peux dire, beaucoup plus que ce qui a toujours existé et qui a toujours été à l'équilibre jusqu'à ce que l'homme change la balance. Merci. Justement, par rapport au déséquilibre provoqué par l'humain, ce qui provoque cancer, peut-être Covid, sida, etc. C'est de ça que vous parlez, par exemple? Non, je pensais beaucoup plus aux déséquilibres environnementaux, mais vous avez raison qu'il existe aussi un lien entre les cancers, le sida, on le sait, et beaucoup de virus peuvent induire un déséquilibre au niveau de l'individu qui va pouvoir éventuellement générer des cancers. Mais je référais beaucoup plus, moi, à l'équilibre. Bon, il ne faut pas oublier non plus que par rapport à avant, que l'industrialisation et même que l'homme en soit où il en est au jour d'aujourd'hui, l'espérance de vie n'était pas la même d'un individu, d'un humain, d'un humanoïde. Donc là, les cancers, c'est quand même, ça correspond à une période de vie qui n'existait pas à la préhistoire. Donc, à quelques exceptions près. Donc, il y a cette notion aussi qu'il faut intégrer, c'est que bon, on a réussi à pousser les limites du vieillissement, on arrive à vivre beaucoup plus longtemps, et notre matériel génétique, notre support génétique n'est pas fait pour le permettre. Donc, on trouvera peut-être des solutions, mais au départ, c'était pas fait pour. Donc, et ce que je disais sur l'environnement, donc ça c'est aussi ce déséquilibre qu'on crée en mettant en présence des choses qui normalement ne devraient pas être en présence. Ça va avoir un impact évidemment en termes de pandémie par exemple. Oui, je reviens sur ce que disait le monsieur derrière. En fait, le mimivirus, enfin les virus géants et puis donc les amibes, ils ont coévolué en fait. Parce que c'est l'hôte privilégié de ces virus géants. Oui, c'est l'hôte. Même ça va pas au-delà. On a fait des tests pour valider que c'est très très spécifique à cette espèce d'amibe. On peut même pas aller à une autre espèce d'amibe. C'est vraiment, mais en général, les virus ont tendance à être très, très, très spécifiques d'un autre. Parce que justement, ils ont coévolué pour avoir cette optimisation. Oui, c'est ça. Et il ne faut pas qu'il soit trop létal, parce que sinon, il va éliminer tout son hôte qui lui permet de se répliquer. Donc, c'est-à-dire que l'amibe elle-même, est-ce qu'elle a évolué elle-même pour s'adapter Tout à fait. Et on sait quel processus évolutif elle a suivi pour s'accommoder de cet agent, en fait. Alors, il faut voir que nous, quand on travaille sur ces virus en laboratoire, on travaille en laboratoire.
Et donc on cultive nos amibes dans des conditions idéales et on les infecte avec nos virus et on les étudie dans ces conditions idéales. Mais classiquement, une amibe, c'est rare qu'une amibe soit seule. Parce que les amibes, je vous l'ai dit, elles sont très permissives aux infections bactériennes, mais ça peut être des infections symbiotiques. En fait, ils se mettent souvent en symbiose, les amibes se mettent en symbiose avec des bactéries. Et ces symbioses vont évidemment avoir un coût pour la cellule, mais présentent également des bénéfices. Et parmi ces bénéfices, il y a le fait que lors d'une infection virale, on peut avoir éventuellement la bactérie qui va jouer un rôle bénéfique pour la cellule en empêchant donc justement l'infection virale. Mais ça, c'est un exemple. On a l'opposé également. Moi, je me souviens d'avoir fait même une petite vidéo qui est juste impressionnante, où on avait pris des amibes environnementales qui étaient donc en symbiose avec une bactérie, et on l'avait infectée avec Pithevirus sibiricum pour voir ce qu'allait se passer. Et d'un seul coup, on a vu, à un stade du cycle infectieux, les bactéries se sont mises à tourner à toute allure comme des machines à laver, mais vraiment comme des machines à laver. Ça tournait, mais à fond la caisse. Et d'un coup, la cellule a explosé et toutes les bactéries se sont barrées pour aller chercher une amibe saine. Bref, elles se sont sauvées comme elles ont pu en créant donc ce vortex qui a explosé la cellule et ainsi lui a permis aux bactéries de partir avant la fin du cycle et donc pouvoir ainsi aller chercher un nouvel hôte. Donc ça, il y a les deux cas, ces cas extrêmes, ces cas où la bactérie... En fait, il y a énormément de signaux qui sont induits par une infection virale. Et ces signaux, ça va être... Par exemple, vous avez dans la nature, très classiquement, une infection virale, on va avoir une cellule qui va se suicider pour protéger le reste de la colonie. Le suicide, c'est très efficace dans ces conditions-là. Elle s'auto-bouffe et donc ça va préserver le reste de la colonie. Donc il y a plein de processus qui sont hyper sophistiqués, qui se mettent en place et qui se développent dans ces cellules pour chercher à échapper aux infections ou en tous les cas avoir un équilibre constant entre la prolifération et la mort cellulaire. Oui, bonsoir. Bon, alors moi je suis un béotien complet, hein, donc je vais peut-être dire une énormité, vous poser une question. J'ai cru comprendre que donc il y a des petits virus qui peuvent entre guillemets coloniser, attaquer des gros virus ou d'autres virus. On dit toujours quand on a une maladie virale, bon, il n'y a pas besoin d'antibiotiques, etc., etc. Mais donc il n'y a pas une piste là pour avoir un jour quelque chose, là c'est le prix Nobel, là, si vous trouvez quelque chose qui permet donc de fabriquer un virus contre un autre virus spécifique, est-ce que c'est des mécanismes qui sont envisageables? Bien sûr que c'est envisageable. Mais en fait, l'histoire est plus compliquée en ce qui concerne les virophages, parce qu'on a différents types de virophages. On a des virophages qui sont capables de pénétrer dans la cellule hôte et qui vont mettre leur génome dans le génome de la cellule hôte. Et ils vont rester là, sans rien faire. L'ADN sera là, il ne va rien se passer. La cellule va se multiplier, sa descendance aura ce génome intégré dans son génome pendant très longtemps, jusqu'à ce que le virus géant vienne infecter la cellule. Et là, quand le virus géant va venir infecter la cellule, il va y avoir activation de cet ADN et il va y avoir plein de virophages qui vont être produits et qui vont interférer avec la réplication du virus géant et ainsi permettre à la colonie cellulaire de prendre le pas ou éventuellement s'échapper complètement de cette infection. Mais c'est jamais blanc-noir. Je dis les choses blanc-noir parce que c'est plus simple pour graver dans les esprits, mais dans les faits, c'est jamais blanc-noir. Le virophage, tel qu'il est, il n'éradique pas le virus géant. Il y a un impact sur la réplication du virus géant, mais là, récemment, on a même trouvé un virophage qui est parfaitement symbiotique avec son virus géant. Et il coexiste. Et on a même des cas dans lesquels le virophage, l'ADN du virophage, voyage dans la particule du virus géant. Il reste très collé. Et donc, il y a vraiment des associations qui sont... Alors, avant de pouvoir développer un outil qui permette donc de détruire les virus en utilisant le virophage,
faut d'abord arriver à comprendre suffisamment les choses pour pouvoir éventuellement aller vers des développements technologiques. Et alors, peut-être le prix Nobel. Mais moi, j'en voudrais pas du prix Nobel. Bien, je pense qu'on peut remercier très chaleureusement Chantal Abergel. Je rappelle, Chantal est virologue, directrice de laboratoire de recherche, et je la remercie beaucoup d'avoir consacré et d'être venue ce soir partager du temps avec nous. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée.